Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 83. Et, et aujourd'hui, j'ai un invité, donc de nouveau un invité, ça c'est cool. On continue les épisodes avec invité. Cette fois, c'est un invité en présentiel qui se trouve en face de moi. Donc si vous êtes abonné à la chaîne YouTube ou si vous êtes sur Spotify, eh bien, vous pouvez le voir et vous le voyez par rapport à moi, c'est quelqu'un qui est bien plus imposant que moi et justement, vous allez le voir pourquoi. Donc cet invité, c'est Lovic. Salut Lovic. Enchanté, salut à tout le monde, salut à ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Et ouais, Levic en effet, Levic Demière en Colombie. Yes, j'ai oublié de préciser, on est en Colombie, on est à Medellín et il fait pas extrêmement beau aujourd'hui. Mais voilà, l'idée c'était de vous faire un petit podcast aussi dehors, que vous puissiez un peu vous rendre compte de comment ça se passe. Et donc Lovic, tu vas pouvoir te présenter dans quelques instants. Lovic, tu es coach. Et puis tu sais quoi, je vais te laisser te présenter, ça sera beaucoup plus simple. Vas-y, une petite présentation, 2 minutes. Magnifique. Mais en gros, ouais, en effet, coach sportif, ça fait 5 ans, je dirais, que je me suis vraiment focus principalement sur les hommes dans la perte de gras et le développement de la masse musculaire. On va dire que j'ai une cible de personnes qui va se retrouver un petit peu autour de mon âge, la trentaine, 30, 35, 40 ans par là autour. C'est vraiment le genre de personnes avec qui je m'entends bien, avec lesquelles on va dire que j'ai un bon feeling, avec lesquelles c'est facile de travailler, puis j'ai du plaisir à échanger. Peut-être, contrairement à certaines populations qui seraient peut-être un peu plus différentes, j'avais tenté les femmes à l'époque, mais je me sentais assez mal à l'aise à parler de physique avec les femmes. Donc du coup, je m'étais réorienté plus avec les hommes. Donc maintenant, je me suis vraiment concentré dans le développement de la masse musculaire et la perte de gras chez les hommes, sur les gens qui vont principalement s'entraîner en salle de sport, même si j'accompagne quand même beaucoup de personnes qui vont s'entraîner à la maison avec un peu du matos, 2-3 petits haltères, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Donc coach sportif, ça fait combien de temps tu l'as dit, je sais plus. Non. Ça fait 5 ans, ouais, ça fait 5 ans. On va dire 5 ans que j'ai démarré l'aventure coach avant, voilà, là j'ai 29 ans. Ok. Et 29 ans. J'y arrive bientôt à la trentaine. Et comment avant, moi ça fait depuis que j'ai 15 ans environ que je fais de la muscu. Okay. Au début j'ai commencé un petit peu, 2-3 petits pompes, 2-3 petits abdos pour être beau gosse. C'était pas fou. J'avais rien changé sur mon visage. Il y avait changé sur mon visage, mais voilà, un petit peu de muscu comme ça, puis petit à petit, les petites fameuses, c'est les Domios, la marque. Ouais. Domios, c'est ça, chez Decathlon. Ouais, bien sûr. Et du coup, un petit banc Domios, une petite machine à la maison, 2-3 haltères. Puis j'ai construit mon petit matos comme ça à la maison avec des potes. Puis après, vers, je dirais 17-18 ans, j'ai pris un abonnement à la salle. Et puis depuis, 100% muscu tous les jours quasiment. Enfin, j'exagère, mais depuis tous les ans. jours depuis, en tout cas, 15 ans limite. 15 ans limite. Okay. Ouais. 10 ans muscu à fond. Ouais. 10 ans de muscu à fond. Ça, c'est intéressant. On va justement parler de ton parcours et aussi, on va aussi parler de pourquoi on se retrouve aussi à Medellín aujourd'hui, pourquoi tu as voulu être coach en ligne et pas forcément coach en présentiel. On va essayer de voir aussi un peu de creuser. Si on revient un petit peu dans ton historique, donc tu as commencé le sport assez jeune finalement. Par rapport à la plupart des gens, en tout cas le sport de force, ou en tout cas de prise de muscle. Ouais. Pourquoi tu t'es mis à ce type d'activité? Pourquoi tu n'as pas fait comme la plupart des jeunes en Europe, parce que toi tu es suisse, jouer au foot, faire du tennis, des choses comme ça? Alors, pour être honnête, j'ai fait tous les fameux sports qu'on fait quand on est jeune. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire du foot, je sais pas à quel âge, mais je pense que j'avais avoir 6 ans, 7 ans, je faisais du ski l'hiver quand j'avais 5 ans, enfin bref, tous les fameux sports un petit peu qu'on fait, je les ai tous faits, donc j'étais vraiment extrêmement sportif de base. J'ai fait beaucoup de skateboard, on va dire en gros mes deux sports jusqu'à mes 15 ans, c'était skateboard et foot. Je faisais vraiment ces deux à fond. Et je touchais un petit peu à tout, j'aimais bien, tu vois, passer mon temps à faire du basket. S'il y avait un ballon de basket qui venait, j'allais faire du basket. Si on jouait, qu'importe, j'aimais le sport. Et la muscu, pourquoi je me suis focus sur la muscu? Il y a un petit film, je pense que ceux qui ont ma génération doivent le connaître, c'est Never Back Down. Et moi, mon gars, j'ai un pote qui est blond, qui était plutôt maigre, on va dire. Et donc lui, c'est l'autre gars, je sais plus comment il s'appelle, qui est le blond, qui c'était un peu son idole. Et moi, c'était plutôt le brun, du coup, avec mes cheveux bruns, etc., qui était un peu plus solide, un peu plus gras. Et vraiment, lui, c'était un peu mon idole. Il combattait, c'était un peu le gars stylé, beau gosse, etc. Et du coup, ça m'a pas mal influencé. Et je commençais à voir un peu sur les réseaux, muscu, etc. Et je pense que je suis arrivé à un moment de ma vie où tu as envie de plaire aux filles. Et comment tu le fais? Pour moi, mon idée, c'était pour plaire aux filles, c'était d'être le meilleur ou l'homme le plus fort.
Et donc du coup, j'ai fait de la muscu et j'ai fait des sports de combat en parallèle. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé. Et au bout d'un moment, en fait, il fallait faire un choix. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire du foot, du skate, de la muscu, des sports de combat, du rugby, parce que j'ai fait du rugby après aussi. Mais ça me faisait chier d'être moyen partout. Parce que, comme tu le sais, si tu veux être bon quelque part, tu dois te focus là-dedans et tu dois y aller à fond. Et en faisant un peu de tout, j'étais bon, hein, j'arrivais, mais du coup, j'ai dû au bout d'un moment faire un choix aussi avec les études, la vie. Et donc, je me suis focus vraiment dans la muscu. Et c'est là où j'avais l'impression, en tout cas, que j'avais un avenir potentiellement où je pouvais réussir quelque chose. Et c'est là où j'avais vraiment quelque chose qui, je sais pas, qui me faisait kiffer, où j'avais du plaisir. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, je continue à fond. Et puis petit à petit, j'ai arrêté un peu les autres sports. Et maintenant, ça fait vraiment depuis 18 ans, depuis mes 18 ans, je dirais 19 ans, où je fais que de la muscu. Après, l'hiver, je vais faire du ski. Si des fois on fait un petit foot, je fais du foot. Mais mon sport de tous les jours, c'est la muscu, quoi. Ok. Tiens, j'ai une question qui me revient par rapport à ça. On en a parlé un petit peu en off tout à l'heure, par rapport au physique qu'on voit sur les réseaux sociaux. On va peut-être un petit peu parler de ça, mais avant, je voulais savoir, parce que souvent, on se demande en combien de temps je peux avoir des résultats. C'est souvent la question qu'on se pose quand on débute. On voit des physiques souvent assez athlétiques, même des stars de cinéma à Hollywood, etc. On se dit, peut-être en 1 ou 2 ans, c'est possible. Je sais pas, on ne sait jamais trop à quel point on peut augmenter rapidement. Est-ce que toi, tu as senti justement que sur les premières années, alors tu étais encore en adolescence plus ou moins, donc peut-être que ça allait plus vite, mais comment tu as vu ton corps évoluer et comment tu l'as vécu finalement sur les premières années de ta pratique de muscu? En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le corps, au moment où on va faire un petit changement au début, si c'est quelque chose on vient d'un passé zéro sportif, qu'on a vraiment une condition mauvaise et qu'on met quelque chose de nouveau en place, je veux dire, c'est là où le corps réagit le mieux, pour moi. Je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais je pense, on va dire vraiment je dirais que la première année, les 2 premières années, c'est vraiment là où le potentiel d'évolution est le plus grand, où vraiment tu vas voir mois après mois, tu vas voir ton corps évoluer. Et après, ça va un petit peu plus s'aplatir. L'évolution va être un peu plus lente, il va falloir être plus précis dans ce qu'on fait, faire un peu plus attention au sommeil, faire attention à comment on s'entraîne, à ce qu'on mange. Et si on ne fait pas attention à ça, on arrive sur un plateau. C'est souvent ce qui arrive et c'est souvent pourquoi les gens viennent vers moi aussi, c'est qu'ils ont perdu un peu de poids, ils ont fait un peu de muscu, ils faisaient un peu n'importe quoi, ça marchait. Parce qu'ils faisaient quelque chose contrairement à avant. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc Vraiment... C'est la première année souvent, et puis au bout d'1 ou 2 ans, ça stagne. Ouais, ça va dépendre de chacun des vues. Mais franchement, moi, je trouve que première année, monstrueux. Tu fais n'importe quoi, ça bouge. Deuxième année, tu continues à bien, mais il faut quand même commencer à réfléchir. Et après, là, si au bout de 3 ans, tu fais n'importe quoi, si t'as pas une génétique de malade prédisposée et souvent, alors je suis un peu jaloux justement de toutes les personnes qu'on va dire qui sont sur le côté africain, génétique un peu, on va pas se mentir, si on est côté plutôt Afrique, etc., génétique de dingue. Golden génétique, un petit peu jaloux, alors je fais loin de tout faire parfait, mais c'est vrai que quand le gars il est dit ouais moi je fais 2-3 pompes le matin, je bouffe KFC et je m'en fous, et le gars il a un physique de dieu grec et toi t'es là, putain, comment c'est possible? C'est un peu jaloux, mais il y a quand même un effet génétique, mais faut pas non plus tout mettre là-dessus, quoi. Si tu fais de la merde, t'as des résultats de merde. Donc voilà, je sais pas. Mais même en étant régulier, sur les premières années, d'une manière générale, on a des résultats. Ah ouais, oui, c'est clair. Moi, je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais et avec tes élèves que t'as, moi je sais que les élèves, vraiment, moi je fonctionne souvent sur une année pour avoir le temps de bien évoluer, etc. Ouais. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que déjà, alors ça dépend d'où tu pars, mais si tu pars sur on va dire un physique avec une masse grasse un petit peu élevée, déjà il y a toute la phase où on va perdre la masse graisseuse. Donc déjà ça va être impressionnant visuellement, en termes de santé, de bien-être, de sommeil, ça va être vraiment une grosse différence très rapide, parce que on va pas se mentir, mais perdre 500 grammes à 1 kilo par mois, c'est quelque chose d'envisageable qui est pas non plus complètement déconnant. Je sais pas toi ce que tu as comme expérience, mais ça me paraît... alors des fois il y a un peu plus, des fois un peu moins, mais ça me paraît quelque chose d'assez intéressant. Donc il y a ça, la perte de gras. Et ensuite, quand tu mixtes, quand tu mélanges, on va dire, le sport en parallèle, ça va avoir un effet positif sur le développement de ta masse musculaire. Donc tu vas réduire ta masse graisseuse, augmenter ta masse musculaire. Donc ça va vraiment rentrer en synergie là-dessus.
où tu vas être plus performant physiquement, tu vas te sentir mieux dans ta tête, mais tu vas te sentir mieux dans ton corps, et esthétiquement aussi, c'est le jour et la nuit. Et franchement, on peut avoir des transformations sur une année qui sont ultra puissantes. Après, pour revenir peut-être sur le sujet des réseaux sociaux où tu parlais, là où il faut par contre pas non plus déconner, c'est que la majorité des personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux ont quand même des physiques de dingue. Et même si on met en avant un petit peu de sport, un peu de régularité, on arrive à se transformer. Oui, on arrive à se transformer. Mais les gars sur les réseaux, c'est des professionnels. C'est leur métier. C'est leur métier de savoir poser en photo. Les photos sont travaillées. Et ils font ça 5, 6, 7 jours par semaine. Et ils ont une alimentation adaptée. Et ça fait pas 2 ans qu'ils font du sport. Et donc du coup, ils ont un physique de dingue. Ils ont probablement aussi une génétique de dingue. C'est pour ça qu'ils ont autant de followers et qu'ils sont autant suivis. Parce qu'ils sont hors de la norme. Et potentiellement, certains ont des aides chimiques qui peuvent améliorer tout ça. Donc faut se rendre compte que les personnes qui sont mises en avant sur les réseaux, c'est pas forcément quelque chose qui est atteignable pour tout le monde. Alors on peut s'en rapprocher, on peut aller chercher, mais je veux dire, moi j'aurais jamais, si je parle de foot, pour peut-être parler à tout le monde, je veux dire Messi ou les Cristiano Ronaldo, t'en as un par décennie, un par 20 ans, et t'as pas 20 Cristiano Ronaldo qui arrivent chaque année. Et sur les réseaux sociaux, des physiques de dingue, t'en as pas 20 qui arrivent chaque année non plus. Donc ça, faut s'en rendre compte. Ouais. C'est vrai qu'on a une vision un peu difforme de la réalité des physiques. Et toi, tu suis tes élèves sur 1 an. Et ça, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que 1 an, c'est là où on peut effectivement avoir une belle transformation, un début de quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je le vois aussi au quotidien avec des gens que je suis, ou des gens avec qui j'échange sur Instagram. S'ils stagnent plus de 2 semaines, si les chiffres de la balance ne descendent pas, s'ils ont encore le ventre, le gras du ventre quand ils s'assoient, ce qu'on a quasiment tous, mais bref, on stagne, on ne sait pas où on va. Comment toi tu arrives à faire potentiellement pour que des élèves que tu suis arrivent à se projeter sur des résultats long terme et évite d'être vraiment dans le prisme de je veux des résultats tout de suite, parce que c'est très difficile ça. En fait, il y a 2 choses. C'est que je pense, de toute façon, un élève, quand il va démarrer une transformation, que ce soit avec moi ou tout seul de manière autonome, en fait, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des résultats tout de suite. Ça, j'en suis conscient pour justement ce côté, en fait, je mets quelque chose en place et droit derrière, ça paye. Et ça, c'est cool. Par contre, il faut se rendre compte, justement, comme tu l'as bien dit, que dans une transformation, que ça soit avec un coach, que ça soit avec le meilleur coach du monde, avec le pire coach, que ça soit tout seul, que tu vas arriver à un moment où, pendant 2 semaines, tu vas pas évoluer, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas, tu vas avoir une évolution un petit peu moindre. Mais ce qui est intéressant, justement, sur l'année, c'est que quand on travaille sur une année, on va pas d'un coup se dire putain je suis stressé, merde j'ai pas perdu ça fait 2 semaines que j'évolue pas, j'étais parti sur 12 semaines, je suis en train de prendre du retard, ça nous stresse, ça nous met une pression. Exact. Et du coup on a la pression du résultat, du timing, parce que dans 12 semaines on doit avoir tel résultat, et en fait c'est quelque chose d'assez négatif ça. Ouais. Alors que quand on a une vision plus sur une année, on est plus sur ok je suis en train de changer ma vie. Et là, qu'est-ce qui fait que cette semaine-là, j'ai peut-être pas eu le résultat, ou ces 2 semaines-là, j'ai pas eu le résultat? Tiens, c'est ça. Ok, on prend du recul là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que la semaine prochaine, j'ai à nouveau des résultats? Et du coup, on va pas être en stress, on va pas se rajouter une pression mentale qui va peut-être justement dériler notre sommeil parce qu'on est un peu stressé, on n'a pas des bons résultats, en vouloir à notre coach, en vouloir à soi-même, ce qui est souvent le résultat, et ça c'est vraiment pas bon. Et du coup, nous faire sortir notre objectif. Et c'est pour ça que, en fait, je pense que c'est intéressant de se visualiser sur une année et aussi pour visualiser des bons résultats. C'est-à-dire que sur une année, c'est logique, tu travailles sur 3 mois sur quelque chose, tu travailles sur 1 an, les résultats sont plus puissants. Donc du coup, on arrive aussi après à mettre en place une certaine habitude, une routine, parce exact. Que c'est ça pour moi qui est important. On peut faire perdre à tout le monde 10 kilos en 3 mois, c'est facile, t'arrêtes de bouffer, terminé. Je veux dire, c'est pas compliqué. Tu mets des cadenas sur les frigos, tu te sors pas de la chambre et tu manges rien, tu perds du poids. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de réussir à mettre en place un nouveau mode de vie que tu vas pouvoir tenir sur 10, 15, 20, 30 ans. Et ça va passer par prendre une petite étape. Ok, aujourd'hui, je fais attention à mettre juste des légumes dans chaque repas que je mange. Potentiellement, ça peut être une idée. Bien sûr, ouais. Tiens, au lieu de prendre 5 sucres dans mes 5 cafés de la journée, j'en mets que 4 ou 3. Et en fait, petit à petit, tu rajoutes une petite habitude et finalement, ça devient comme se laver les dents tous les matins. Bien sûr. Et ça ne te rajoute pas une nouvelle pression au quotidien. Et en fait, ça devient quelque chose que tu vas pouvoir tenir sur toute ta vie. Et c'est ça que j'essaye d'intégrer, on va dire. Ouais, la puissance des habitudes, c'est vrai que ça, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes de podcast. Okay. Et ouais, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je pense que toi, tu te poses même plus la question de savoir si tu vas t'entraîner ou pas.
C'est pas j'y vais pas, j'ai la flemme. Je crois pas que c'est ça dans ton ADN maintenant. C'est une question de, voilà, c'est de s'entraîner. Alors oui, il y a des jours ça me fait chier, hein. Même il y a beaucoup de jours ça me fait chier, mais je sais pas, c'est comme, ouais, je dois le faire. C'est une obligation. Alors si je suis ultra malade, je me sens pas bien, etc., bon, bah, je vais pas y aller parce que ça n'a pas d'intérêt, c'est contre-productif. Mais, je veux dire, il n'y a pas de raison normalement qui fasse que je peux pas m'entraîner. J'ai, on va dire, mes 6 entraînements dans la semaine et ils sont effectués chaque semaine. Mais c'est comme, je sais pas, je me vois pas une journée pas manger par exemple, ou ne pas me doucher. Alors peut-être qu'une fois, parce que t'es en voyage à l'extérieur, tu peux pas te doucher, mais à la fin de la journée, ça te fait chier parce que tu te sens un peu poisseux. Bah moi, si je me suis pas entraîné à la fin de journée, ça me fait chier parce que je sens que je me suis pas dépensé comme j'avais envie ou il me manque un petit truc. Et je le vois comme ça, vraiment, ça fait partie de mon équipe de vie pour me sentir bien dans mon corps. Ok. J'aimerais qu'on revienne, Lovic, sur tes débuts. Parce que les gens qui écoutent dans le podcast sont souvent dans leurs débuts. Alors, ils n'ont pas forcément le même âge que toi quand tu as démarré. Ouais. Ils ont plus, à l'heure actuelle, hein, j'ai les stats, désolé, messieurs, dames, mais vous êtes entre 30 et 50 ans du manière générale dans le podcast. Et vous êtes autant d'hommes que de femmes. Donc voilà, ça c'est cool. Et en fait, ouais, quand tu as démarré, j'imagine que tu as fait des erreurs comme tout le monde. Mais est-ce que tu t'es fait accompagner au démarrage? Est-ce que tu t'es renseigné par toi-même? Est-ce que dans la salle, il y avait des coachs? Comment t'as fait en fait sur la première année pour apprendre à faire de la muscu? Parce que ça s'apprend pas comme ça. Malheureusement, ou non, j'en sais rien, je pense que ça fait partie de mon expérience aujourd'hui, donc je le regrette pas. Mais c'est vrai que si je pouvais passer par quelqu'un qui puisse me donner les bons outils, il y aurait une chose que j'aurais vraiment pouvoir revenir en arrière si je peux, c'est ma blessure à mon épaule. À l'époque, à 18 ans, avec m'entraîner avec des potes, qui est le plus fort, qui est le meilleur, etc. Et je faisais que du développé couché. Comme un malade, 3, 4, 5 fois par semaine, développé couché. Alors j'avais un bon développé couché, je pense qu'à 18 ans, j'arrivais à faire quasi une rep à 140, donc j'étais quand même pas mal pour une 80-85 kilos. J'étais content, mais bon, du coup, je me suis explosé l'épaule et maintenant j'en ai toujours mal et ça fait 10 ans. Et j'ai toujours mal à l'épaule. Et ça, clairement, c'est dû à une mauvaise qualité de technique, à une mauvaise programmation d'entraînement et une mauvaise récupération, etc. Donc du coup, ça, j'aurais clairement pu l'éviter et du coup avoir un développement de la masse musculaire beaucoup plus important aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui me restreint sur tous mes mouvements quasiment. Et donc ma masse musculaire serait bien plus importante aujourd'hui. Donc c'est une erreur que je paye encore aujourd'hui. Et cette erreur, elle vient de par mon insouciance, pas mon insouciance, mais mon manque de connaissances, on va dire. Parce que je voyais pas que mon mouvement était dégueulasse, que je faisais 5 fois par semaine du développé couché, avec des charges bien trop élevées, avec une technique horrible. Et du coup, voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui font que j'ai pas eu la chance, et peut-être au début aussi les capacités financières, parce que c'est vrai que quand tu es étudiant, ça peut coûter un petit peu d'argent. Et on n'avait pas trop encore en ligne, je dirais, à l'époque, les coachs. C'est ça, je te coupe 2 secondes, je voulais savoir, parce que toi, tu as grandi en Suisse. Ouais. Est-ce qu'en Suisse, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en France, souvent, on reproche aux gens de ne pas prendre de coach, etc. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui débute en France, qui va à Basic Fit. Et moi aussi, j'aurais pas envie de prendre un coach à Basic Fit en France. Les salles sont blindées, il y a un coach pour 40 000 personnes. Tu te dis, si je prends mon coach aux heures de pointe, tout le monde va me regarder. Tu vois, moi-même, j'aurais des appréhensions à prendre un coach en France. Je sais pas pourquoi, ou voilà. Est-ce qu'en Suisse, il y avait peut-être plus de coachs, que l'atmosphère était un peu plus sympa, ou alors c'était un peu le bordel aussi, comme film? Alors, Basic Fit, j'ai beaucoup de mauvais retours sur Basic Fit, on va dire. Dans l'idée, c'est assez un peu la salle pour monsieur et madame tout le monde, mais c'est un peu, c'est la salle de bourrin où on fait le maximum de personnes pour venir. On essaie de faire rentrer le maximum de personnes et on s'en fout de ce qui se passe à l'intérieur de la salle. En Suisse, il y a une salle qui est un peu comme ça, qui s'appelle Non-Stop Gym, où j'ai coaché d'ailleurs. J'ai fait mes débuts là-bas. Mais je pense que non, les coachs sportifs, je pense qu'on a de très très bons coachs sportifs. Et vraiment, je vous conseille d'aller chercher les coachs sportifs bons. Et alors, c'est peut-être pas toujours juste, mais si tu prends un coach qui coûte 20 balles, t'auras 20 balles de valeur. T'auras 20 balles de valeur. Je suis peut-être un peu méchant, il y a des très bons coachs qui débutent, qui veulent un petit peu faire leurs armes et qui vont se vendre à 20 balles pour faire, mais je veux dire, si t'achètes un truc à 20 balles, t'as le résultat à 20 balles. Donc ça, quand même, c'est une chose. Si t'as le gars qui arrive, faut pas s'attendre à quelque chose de personnalisé. Le gars, il va pas passer 5 heures de temps sur ton truc si tu lui as filé 10 balles. Il peut pas financièrement vivre comme ça. Exactement. Donc faut se rendre compte que du coup, ça sera pas personnalisé. Donc c'est ça qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que ça, c'est une chose. Je sais plus pourquoi j'ai dit ça, mais c'est une certaine chose. Et après, non, moi j'invite vraiment tout le monde à utiliser un coach, mais à se renseigner sur qui il utilise.
C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est un super bon investissement en termes de santé, en termes de physique et de tout ce que ça peut apporter sur la productivité au niveau du travail, sur le bien-être, sur les relations sociales, quand toi-même tu te sens bien dans ton corps. Donc c'est vraiment pour moi un investissement super puissant, mais il faut l'investir envers les bonnes personnes. Mais ça, c'est comme dans tous les domaines, j'ai envie de te dire, tu as des mauvais médecins, tu as des bons médecins, tu as des mauvais coachs, tu as des bons coachs, et ça, c'est peut-être un peu plus difficile, et c'est peut-être pas à Basic Fit où tu vas trouver les meilleurs coachs, parce que Basic Fit, c'est pas ce qu'ils mettent en avant, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être aller dans des salles un peu plus privatisées pour avoir des meilleurs coachs. Pour avoir un coach en physique. Après, tu physique, peux prendre un coach en ligne, comme toi et moi, et finalement, moi, je des élèves à Basic Fit et on arrive à s'en sortir. Ils arrivent à s'en sortir, en tout cas, je crois. Exact. Mais est-ce que toi, Lovic, vu que tu as un niveau assez avancé dans la muscu, on va aussi parler de ça, est-ce que tu as déjà pris un coach ou tu t'es fait des fois des séances avec des gens plus avancés, par exemple? J'ai pris beaucoup de coachs, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle j'essaie d'être différent, c'est que j'ai pris beaucoup de coachs qui justement ne personnalisaient rien du tout. D'accord. Et du coup j'ai vraiment été un petit peu à l'époque, quand je me suis dit, tu sais, j'avais mes petits sous en tant qu'étudiant et tout, j'avais économisé, j'avais mis je sais plus 2000 balles de côté pour pouvoir me faire coacher, et puis j'étais trop content machin, et le coach je lui avais dit, hey, j'ai mal à mon épaule, à cause de l'erreur que j'avais faite avant, j'ai mal à mon épaule, le développé militaire je peux pas le faire, t'inquiète. Et là, je regarde mon plan d'entraînement, trop content, il m'a fait mon plan d'entraînement. Bam, premier exercice, épaule, développé militaire. Et je me dis, fais chier, quoi. En plus, lui, c'est là où ça revient peut-être un peu, ça veut pas dire grand-chose le prix non plus, mais je l'avais payé cher, et en plus, il m'avait fait de la merde. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe à qui on prend. Avoir un bon contact avec lui, voir ce qu'il fait, donc je pense que c'est important. Mais bref, je conseille quand même tout le monde de prendre un coach, parce que ça amène beaucoup, et moi, ce que ça m'a apporté, après, j'ai eu plein de bonnes expériences, hein. Mais ce que ça apporte, c'est déjà une certaine structure. Et surtout, ça t'apporte quand tu sais pas. C'est-à-dire que moi, si je veux faire à manger, je suis pas forcément le meilleur des cuistots. Donc du coup, je vais demander à quelqu'un qui sait faire à manger comment faire ce repas ou cette recette. Et lui va me donner les outils pour pouvoir peut-être après être autonome. Mais en tout cas, dans un début, j'ai besoin d'avoir certains outils pour savoir les utiliser. Je vais pas refaire ma maison moi tout seul, je sais pas le faire, ça va être une catastrophe. Et donc d'avoir en tout cas une base au début, ça peut vraiment permettre d'augmenter la progression, d'améliorer la progression, d'éviter des grosses erreurs qui te peuvent te faire perdre des années, et surtout de démotiver énormément, parce que de faire une année d'entraînement sans avoir de résultats, c'est démotivant. Et du coup, de faire directement les bonnes choses pour pouvoir les intégrer, puis ensuite les garder ça sur le long terme, et pas besoin d'avoir de corriger des erreurs que tu as intégrées. Et ça, je pense que c'est quand même plus intéressant de cette manière-là, on va dire. Toi, tu as eu des coachs dans plusieurs pays ou pas? Parce que je sais que tu as aussi fait une partie de ton parcours, ton cursus aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Est-ce que de ton expérience de voyage aussi, tu te rends compte que le fitness est peut-être un peu différent d'un pays à l'autre? Est-ce qu'aux États-Unis, par exemple, tu avais ressenti que c'était au-dessus, en dessous? Moi, je suis allé faire mes études justement aux US. J'ai fait à Los Angeles et puis sur la Floride, près de Miami. Ouais. Et il y a une vision qui est un peu différente, c'est que vraiment autant, c'est en fait les États-Unis c'est l'extrême, c'est-à-dire qu'autant tu vas avoir des personnes extrêmement obèses qui mangent vraiment n'importe quoi à l'extrême, et autant tu vas avoir des gars ultra fit, ultra à l'extrême. Et ce qui était intéressant quand j'y suis allé en 2016, je crois que c'était 2016 par l'autour, c'est qu'il y avait un petit peu un avancement quand même sur les aliments qui te permettaient un peu plus de liberté sur les aliments style fitness. J'aime pas trop dire ça, mais des aliments ultra protéinés, où ils vont essayer de réduire peut-être la masse graisse, où ils vont essayer de trouver des choses qui vont être plus intéressantes pour que tu puisses mieux fitter avec tes macros, etc. Donc ça, c'était vraiment, je trouve, un avantage qu'il y avait à l'époque, qui maintenant arrive, en tout cas en Suisse et en France, ça fait déjà un moment que c'est arrivé. Donc ça, c'était quand même une grosse chose, un gros changement. Les coachs dans les salles de sport étaient beaucoup plus... ils allaient beaucoup plus vers les gens, parler, discuter, prendre un petit peu la température, quitte à donner des conseils, c'était vraiment plus mis en avant. Ils faisaient du démarchage aussi un peu, je pense, pour... Ouais, c'est quand même ultra... En fait, je pense que c'est un peu le côté capitaliste des US, mais du coup, le fait que les coachs, c'était vraiment... si t'es un client, tu gagnes pour toi ton argent. Alors peut-être dans les Basic Fit, déjà, il y a un salaire moyen, je sais pas. Sans doute, ouais. Donc du coup, les gars, vraiment, ils allaient prendre le contact avec toutes les nouvelles personnes, ils allaient dire « Salut, je m'appelle Lovic, je suis coach sportif, si tu as besoin d'aide, tu viens vers moi et avec grand plaisir, je te donne des outils. » Et ça, déjà, ça faisait une ambiance un peu différente. On a une vue différente sur le coach qu'on peut avoir aujourd'hui à Basic Fit qui fait chier, qu'est-ce qu'il me dit lui ou néné. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui était assez impressionnant en tout cas à l'époque.
Et en termes d'infrastructure. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En termes d'infrastructure, les US, c'est gigantesque. Donc, t'arrives avec des salles de 1500, 2000 mètres carrés avec 5 fois la même machine. Donc, tu te marches pas dessus, ça c'était cool. Et puis, des machines de dingue. Des machines de dingue à l'époque. Ça commence un petit peu à arriver en Europe. Mais moi, à l'époque, quand j'avais vu ça, j'ai fait mes meilleures années d'entraînement. J'étais tellement content avec des belles machines, du matos. Enfin, le rêve américain, pour moi, dans la muscu, il y était vraiment. Et pour moi, c'était pas une légende. Et je trouve que je l'ai vécu là-bas, quoi. Donc, non, ça, c'était ouf, ça. Okay. C'était ouf. Et du coup, donc, maintenant, tu t'entraînes en Colombie. On va peut-être faire un petit aparté sur l'expatriation. Déjà, pourquoi t'es venu... Enfin, ouais, c'est ça la question, on va être clair. Pourquoi t'es venu à Medellín en Colombie et depuis combien de temps t'es là, en fait, finalement? Comme j'ai développé, on va dire, j'aimais bien le présentiel, on va dire, en termes de coach sportif. C'était intéressant, mais c'est extrêmement épuisant. Et on va dire que on est lié à un lieu, c'est la salle de sport où on s'entraîne et où on coach nos personnes. Et du coup, moi j'ai démarré un petit peu en ligne comme ça, et du coup j'ai eu cette liberté de pouvoir aller en France, puis continuer à travailler, aller ensuite en Allemagne, je peux continuer, enfin bref, et je me suis rendu compte que je pouvais. Et puis avec Julien, je pense, avec qui, je sais pas si tu en as déjà parlé, ici ils le connaissent, mais un coach sportif un aussi. Épisode avec Julien, les 2 derniers épisodes en Bulgarie étaient avec Julien, donc on parle de cette même personne. Donc voilà, donc ce Julien-là, avec qui on avait fait une formation ensemble, et puis on discutait, et puis les deux un petit peu, moi en tout cas personnellement, je me faisais un peu chier pour être honnête en Suisse. La Suisse, c'est un super beau pays, mais quand t'as la trentaine, c'est un peu un pays de vieux, quoi. C'est à 22h, plus de bruit, tu fais un peu de travers, c'est la merde. C'est à la Suisse, quoi. Alors, il y a assez positif, mais quand t'as 30 ans, t'as envie de foutre un peu le bordel, un peu plus, on peut dire ça comme ça. Et du coup, voilà, un petit peu envie de vivre une vie différente, de changer quelque chose. Et puis, Julien, un petit peu aussi cette envie un peu de bouger. Je me fais chier, ça me plaît pas tout à fait ce que je vis en France. On a la possibilité de changer et de tester. Vamos, essayons. Et en checkant un petit peu, on a vu que le Mexique, Playa del Carmen, en l'occurrence, c'était un petit peu ce qui correspondait bien à nos envies. Les plages, le soleil, des Mexicaines par la même occasion, on va pas se mentir aussi, même si je vous conseille pas le Mexique pour les Mexicaines. Bref, du coup, on s'est dit let's go, puis on est parti, et en fait, je pensais revenir au bout de 2 mois, donc j'avais pris mon billet d'avion pour aller 2 mois, puis revenir, et finalement j'ai vécu une super bonne expérience où tu découvres une nouvelle culture, une culture latine qui est... comparé à la Suisse et à la France, on va le dire, parce qu'on est complètement l'opposé, c'est un autre monde. Des choses où vraiment, quand t'es intégré, t'es dans une vie de famille très européenne, donc Suisse pour moi en l'occurrence, mais c'est la même chose en France, très cadré, très structure, où on a des idées assez... j'ai pas des idées fermées, mais en tout cas, on nous enseigne des choses qu'on apprend, et c'est comme ça parce que c'est comme ça. Ouais. Et d'un coup, on se rend compte qu'en faisant 10 heures d'avion, qu'en fait, le monde est complètement différent. Et ça a été quand même un grand pas. Et je l'avais vécu aux US, mais c'était pas aussi puissant aux US quand même. D'accord. La Colombie, vraiment un autre monde. Et des aberrations dans mon cerveau qui ne sont pas forcément des aberrations, mais qui étaient pour moi des aberrations, ou vraiment des dissonances complètes dans mon cerveau qui me font encore mal aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre et j'essaye d'accepter ça, c'est ultra dur. Mais je trouve justement super plaisant. Et après, le côté extrêmement positif aussi, des nouvelles cultures. Et en fait, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'aime avec le voyage. Tu me diras si d'ailleurs, toi, c'est ce que tu en penses ou pas, mais c'est qu'en fait, à la fin de chaque journée, si tu fais le bilan de ta journée, même si tu as fait la journée la plus pourrie du monde, en fait, tu as découvert une nouvelle chose quasiment chaque jour. Et ça, je trouve que en Suisse, dans mon pays où j'étais là comme ça, toujours la même chose, en fait, je pourrais faire 2 semaines sans apprendre quelque chose. Et ça me fatiguait beaucoup. Et là, ici, même si je reste dans ma chambre à rien faire, vraiment, j'apprends une nouvelle chose. Même peut-être un nouveau mot d'espagnol. Et du coup, ma journée, à la fin, je peux mettre « je suis content de ma journée ». Et ça, c'est vraiment le côté ultra positif. Aujourd'hui, je m'émerveille de nouveau encore. Chaque fois que je passe, là, juste derrière nous, il y a plein de nouvelles plantes qu'on n'a pas forcément en Europe. C'est vrai qu'ici, c'est ouf, ouais. Et ça, c'est dingue. Chaque fois, je suis là « oh putain, cette petite plante, elle est toute belle. Ah ouais, elle est sympa, elle est un peu différente. » Et en fait, c'est tout con, mais ça met un petit smile pour la journée. Et puis ça, en fait, en voyageant, tu le vis beaucoup. Ouais, donc voilà. L'esprit de découverte qu'on peut avoir en voyage, effectivement. Je ferai peut-être avec toi, ou peut-être avec Julien, ou peut-être tout seul, j'en sais rien, aucune idée. On fera un épisode sur la Colombie.
j'attends d'avoir assez de recul moi-même pour donner un avis. Et comme d'habitude, je le ferai sur les derniers jours du voyage. Mais ouais, toi, ça fait du coup combien de temps que tu es là ? Oui, j'ai parlé de Playa del Carmen qui est au Mexique, où j'ai fait 4 mois au Mexique. Et ensuite, j'ai bougé en Colombie. Ça fait, là, je crois que ça fait quasiment une année, jour pour jour, une année que je suis arrivé à Medellín. Et alors, Medellín, c'était encore plus un grand pas parce qu'à Playa del Carmen, il y avait quand même un gros côté touristique, donc beaucoup, on parlait anglais, etc. Là, vraiment, t'es à fond dans le. Tu perds tous tes repères. Et ça, c'est cool. Et donc vraiment, une belle expérience, une belle culture avec ses qualités. Ses défauts aussi, mais ça fait partie de la vie et c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Je sais pas si je m'y verrais vivre à 100% parce qu'il y a quand même on va dire dans des pays comme la Colombie, certaines choses qui pour moi devraient faire partie du quotidien ou en tout cas de la qualité de vie que je veux, qu'on ne retrouve peut-être pas à 100% ici. Comme j'aime bien par exemple en Suisse, si je vais en voiture, je peux pas obligé d'avoir mettre Google Maps et de regarder avant si c'est un quartier, si je peux aller ou pas. Ouais. Et ici, si je prends une voiture, je vais regarder où c'est que je vais aller. Je vais pas me dire, au pire, je me retrouve là-bas, je m'en fous. Ouais. Ici, je dois le faire. Et ça, c'est des choses où, quand on est à l'étranger, on doit faire attention, qu'on se rend pas compte peut-être en Europe. Parce qu'en Europe, tu es à Paris, tu sais même pas où tu vas au nord de la France, au sud de la France. On va dire. Il y a moins de risques. Il y a moins de risques, du moins. Peut-être. Et c'est vrai qu'ici, on se rend compte que. On fera un épisode, comme dit. On est dans des quartiers ultra sécurisés, de toute façon, là où il y a les expatriés et les riches colombiens, de manière générale. Clairement. Mais c'est vrai que c'est un pays en voie de développement, et comme beaucoup de votre pays en voie de développement, il y a beaucoup de différences entre les riches et les pauvres. Il y a aussi un taux d'insécurité qui est assez. Enfin, il y a beaucoup de problèmes, comme partout d'ailleurs. Comme j'avais fait un épisode en Afrique du Sud, c'est un peu le même problème que je vois ici. Ouais, j'imagine. Mais voilà, effectivement, on apprend à vivre avec, et tu te sens bien finalement, parce que ça fait un an que tu es là. Et on va pas se mentir, si ça fait un an que je suis là, c'est que c'est cool quand même. Il y a du positif, le climat, justement la culture, on est quand même un peu plus tranquille qu'en Europe. En Europe, on est quand même un peu plus sur résultat. Donc ce qui est bien, c'est que ça te permet de vivre dans un pays qui n'est pas résultat, mais toi quand même de faire des résultats avec tes clients, etc. Et du coup, c'est que dans ton travail où tu es stressé, mais quand tu sors de ton travail, en fait, tu vis avec le mode de vie. Et donc du coup, quand tu es en Europe, tu es stressé à ton travail, tu sors, tu es encore stressé de prendre le métro au bon moment, d'arriver à l'heure au rendez-vous, etc. Ici, dès que tu as fini le travail, c'est un cran en dessous en termes de stress. Ouais, ils ont une mentalité un peu, les Espagnols, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'ils prennent leur temps pour faire les choses, moins stressés. Au final, c'est certainement des modes de vie plus intéressants pour vivre en bonne santé. Je pense que le fait d'être stressé comme nous, on a aux États-Unis ou en France, dans l'Occident, ça nous aide pas. Je pense qu'aller à 200 à l'heure, quand on dit j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai les enfants, j'ai le machin. Déjà, il y a un problème, il y a un problème dans notre journée, mais bon, on est tous passés par là. Nous, aujourd'hui, on s'est construit un métier de rêve, entre guillemets, enfin notre métier de rêve. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'on a énormément de temps. Je pense que toi, comme moi, on bosse quand même beaucoup. Et des fois, en fait, on se met notre propre pression. Moi, je sais que le matin, je ne prends même pas de pause des fois, alors que, en tant que tel, personne ne me dira rien. Mais on est des bosseurs, je pense, et du coup, ce qui fait qu'on arrive à ça. Ouais, c'est ça. Il y a une différence entre choisir son mode de vie, même s'il est stressant parce que tu bosses beaucoup, tu charbonnes pour réussir à donner des bons résultats, avoir quelque chose de qualité, etc. Mais c'est toi qui le mets en place, donc c'est un peu différent que de subir la volonté ou le système de quelqu'un. Même si finalement on subit quand même le système dans l'idée où en fait je travaille pour bouffer et puis pour... Oui, bien sûr. Ouais. Mais bon, ok. Lovic, tiens, j'aimerais qu'on revienne sur un point, notamment sur l'entraînement. On est à 33 minutes de podcast, on est bien, on a le temps, tranquille. On a déjà fait pas mal on a abordé pas mal de points, l'expatriation on en a parlé. On a parlé un peu du fitness, de tes débuts. Moi, je suis curieux j'avais eu une interview avec Jérôme, que tu connais aussi, Jérôme Thévenin, oui. Voilà, qui est aussi bodybuilder, qui lui d'ailleurs, félicitations à lui, je pense pas qu'il écoutera, mais qui a eu sa carte pro. Donc pour ceux qui l'écoutaient sur l'épisode où il nous parlait de son van, c'était au mois de juin je crois, du coup il est passé bodybuilder professionnel, donc ouais, félicitations à lui. Et donc c'était quelqu'un qui s'entraînait depuis très longtemps. Toi aussi. Pourquoi tu continues à t'entraîner aussi fort? Est-ce que tu as des objectifs? Pourquoi tu as dédié une partie de ta vie à ça aussi, au bodybuilding, entre guillemets? Très bonne question.
Ça va me permettre. Tu l'as pas pu dire, celle-là. Non, c'est super intéressant. Il y a beaucoup de raisons. Déjà, je pense que réellement, dans ma vie, contrairement à peut-être certaines personnes que j'accompagne d'ailleurs, ou peut-être à toi, ce que tu me disais à l'époque, c'est que le sport n'était pas forcément intégré dans ta vie. Moi, le sport, ça a toujours été intégré dans ma vie. D'accord. Donc, que ce soit du bodybuilding, du skateboard, du rugby, depuis que je suis tout petit, je sors de chez moi et puis je vais faire du sport. Je m'en fous quoi, mais du sport. Donc, j'ai pas eu un changement de tiens, je faisais rien et puis j'ai découvert le sport, c'est une nouvelle vie, j'ai besoin. C'est qu'en fait, ça a toujours été là-dedans. Mais ensuite, je me suis quand même rendu compte aussi qu'il y avait une chose qui était intéressante avec le. Je vais prendre le fitness parce que c'est le fitness que j'ai choisi comme sport, mais ça aurait pu être réellement du basket, ça aurait pu être du ski, ça aurait pu être un autre sport. Pour moi, le sport en général, je suis pas forcément un fervent du fitness, je suis un fervent du sport, mais pas forcément du fitness, tu vois. Je pense que tous les sports sont ultra bénéfiques pour la santé et justement pour le mental. Mais moi, vraiment, le gros gain et pourquoi je continue aujourd'hui de faire du sport de manière intense et avec autant de rigueur et avec une assiduité aussi importante, c'est pour mon bien-être mental et physique. Dans l'idée où vraiment, à l'époque, quand j'avais, je sais pas, les 16 ans, j'ai commencé pas mal à picoler. Et du coup, on va dire, si j'en suis aujourd'hui pas en train de continuer à me bourrer la gueule et d'être un drogué, si on peut dire ça comme ça, un peu durement, à aller finir à 7h du mat, jeudi, vendredi, samedi, le lundi continuer, et puis à boire une bouteille de vodka chaque jour, c'est clairement parce qu'il y a le sport qui est rentré dans ma vie et puis que ça m'a aidé à me stabiliser. C'est-à-dire que même à l'époque, quand le vendredi soir et le samedi soir, je me tapais 2 bouteilles de vodka pour la soirée et puis que je finissais en blackout et je me rappelais de rien du tout de ce que j'avais fait tout mon week-end, la semaine, j'avais quand même au moins cette structure sportive qui me permettait d'un petit peu de faire le contre-pied avec ce mal-être ultra puissant dans lequel je me sentais avec ces sorties, ces défonces, etc. Et du coup, ça me faisait un équilibre et ça m'a permis en fait de pas couler. À l'époque où c'était vraiment compliqué. Okay. Ça a vraiment été un truc pour pas que je coule, pour pas que je m'effondre complètement. Et aujourd'hui, c'est plus que juste un pilier pour pas que je m'effonce, je m'écroule. C'est vraiment un pilier qui m'aide à être encore meilleur dans ce que je fais au niveau de mon métier. C'est-à-dire que le sport, ça me permet de prendre du temps pour moi, ça me permet d'avoir un corps en bonne santé. Vu que j'ai un corps en bonne santé, j'ai mon esprit qui est en bonne santé, donc je réfléchis bien, je me dépense dans ma journée, donc je dors bien pendant la nuit. Vu que je dors bien, le matin, je suis pas vaseux, j'arrive à être frais dans mes idées, et je mange bien, donc je suis pas fatigué parce que je bouffe comme un cochon, etc. Et en fait, ça fait toute une synergie qui fait qu'aujourd'hui, le sport me permet d'être, on va dire, à 100% de mes capacités. C'est-à-dire qu'une personne qui serait 10 fois plus intelligente que moi, qui ferait pas de sport, qui mangeait mal, qui dormirait mal, serait moins efficace que moi, alors qu'il a des meilleures capacités que moi. Ouais, tu veux optimiser ton potentiel aussi grâce au sport, grâce à l'alimentation, grâce au sommeil. Et c'est comme ça que tu vois la chose en fait. Une fois que tu as testé ce mode de vie-là, ça t'a entre guillemets donné des ailes, ça t'a montré que c'était un cercle vertueux finalement. Et que finalement, si tu faisais pas ça, tu serais peut-être dans le cercle vicieux justement de je me bourre la gueule le week-end, je charbonne la semaine, j'ai un travail de merde, du coup j'oublie, donc je me fous une mine. Et en fait, c'est un cercle comme ça et on se retrouve avec des week-ends tout le temps éclatés. Et on n'avance pas vraiment dans notre vie. Et c'est compliqué des fois. C'est ça, et on va dire avec mes objectifs de vie et comment je sens justement, moi j'ai une volonté de me développer au niveau de mon métier, mais au niveau aussi justement du bodybuilding, c'est pour ça aussi que je suis aussi assidu et que je le fais de cette manière-là et que je fais que le bodybuilding, c'est parce que j'aimerais, comme Jérôme, avoir cette carte professionnelle dans le bodybuilding, et du coup ça demande cette rigueur, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que vraiment ça a un effet quand même, c'est un effet ultra positif. Moi je vois mes élèves ou toutes les personnes qui font du sport, c'est vrai que en fait on n'a plus besoin justement d'avoir ce shoot, parce que moi c'est ça, je kiffe le shoot. À l'époque quand j'allais au plongeoir des 10 mètres, etc., puis je faisais des coups de pied à la lune ou des requins, enfin bref, je faisais des tricks un peu des 10 mètres. En fait, c'était un petit peu mon trait de coke que je me prenais en faisant ça. Ou ton petit shoot d'héroïne ou j'en sais rien. Et du coup, c'était vraiment... ça, je l'ai vécu jusqu'à mes 15 ans, 20 ans, puis après, j'ai utilisé l'alcool. Mais en fait, l'effet avec l'alcool, oui, tu as cet effet shoot, mais après, tu as un effet ultra négatif derrière. Tandis qu'avec le sport, tu as ce shoot, tu as ton petit truc de drogue,
que moi en tout cas j'ai besoin avec mon caractère, mais l'effet derrière il est bénéfique en plus, donc c'est un double effet bénéfique, c'est que ça te fait kiffer et ensuite t'en portes les fruits, et donc vraiment ça permet de tenir et on va dire de continuer d'être performant, de se sentir bien et de se sentir heureux et de se sentir des fois un petit peu utile dans la vie, même quand on se pose la question de l'utilité, de qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre, et du coup ça me donne un sens à ma vie aussi, donc c'est pour ça que vraiment le sport, j'en ferai toujours. Qu'importe le sport que je ferai, j'en ferai toujours. J'en ferai toujours. Ouais. Pour toi, c'est nécessaire, entre guillemets, enfin, par rapport à ton caractère, tu l'as dit. Mm-hmm. Et tiens, j'avais une question qui m'était arrivée pendant que tu disais ça, et évidemment, elle est ressortie. Tiens, d'ailleurs, ma caméra vient de tomber, c'est très pratique. Donc, vous verrez peut-être une partie de l'image comme ça. Non, heureusement qu'il y a la tienne. Du coup, ça va peut-être permettre de retrouver ma question. Ou peut-être pas. Mince, ça s'appelle un trou. Ça s'appelle un trou de mémoire. Ouais, non, c'était par rapport à tes entraînements, à tes objectifs, mais ça m'est complètement sorti de l'esprit. Je disais que j'avais des objectifs un petit peu sur le professionnel, clairement, donc c'est-à-dire que j'aimerais arriver à un certain niveau dans le bodybuilding. Du coup, je m'entraîne quand même assez régulièrement, 6 fois par semaine, pour avoir une certaine rigueur, etc. Ouais. Je sais pas si c'était à ce propos-là. C'était à propos de ça, mais je pense que je la retrouverai jamais, mais c'est pas grave. Ouais. Mais du coup, donc tu t'entraînes 6 fois par semaine désormais. Ouais. Petite curiosité, comment tu programmes tes entraînements? Est-ce que tu fais un split? Est-ce que tu fais haut du corps, bas du corps? Est-ce que tu as une technique particulière à ton niveau? Évidemment, on va pas vous dire de vous entraîner comme Lovic, mais est-ce que toi déjà tu as une idée? Tu pourrais nous partager un peu tes entraînements? Principalement, de manière générale, sur tout le monde, je pense qu'un entraînement, on doit avoir du plaisir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le facteur numéro 1 que je mets en place sur mes entraînements. Donc c'est pour ça que j'ai structuré d'une certaine manière. C'est que j'ai testé, parce que dans la théorie, avec les formations que j'avais pu faire, on parlait beaucoup du full body pour les avancées, à l'inverse de ce qui peut être pensé, comme quoi c'est bien pour avoir une bonne fréquence d'entraînement, etc. Et j'ai vraiment testé pendant une année le full body, et vraiment zéro plaisir. Parce que dans la théorie, je sais que c'est le mieux, mais ça me faisait chier. J'arrivais pas à me concentrer sur quelque chose. En fait, quand tu pars sur un muscle, ensuite tu pars sur un autre, et du coup, j'arrivais pas à visualiser mon entraînement, j'avais pas beaucoup de plaisir. Donc, j'ai essayé d'un petit peu faire un entre-deux, où en fait, je vais travailler, on va dire, 2 à 3 muscles par séance. Pour être honnête, je vais vous la donner, la structure, elle va être simple. C'est le... axé aussi avec mes points faibles. Donc c'est-à-dire que j'ai un point faible épaules et bras. Donc je commence le lundi épaules, dos. Ensuite le mardi c'est pec, bras. Ensuite les jambes. Et après je vais avoir épaules, dos. Et ensuite je vais avoir épaules, bras. Et de nouveau les jambes. Et ça me permet d'avoir une grosse fréquence sur les épaules, qui est un de mes points faibles. Ouais. De mettre les bras, de travailler quand même les bras 2 fois par semaine, alors que avant j'ai travaillé jamais, parce que j'ai travaillé sur du développé couché, sur des tractions, etc. Maintenant j'ai fait quand même un ciblage spécifique là-dessus. Ça me permet quand même d'avoir quasiment 3 muscles, ou même quand on est sur les jambes, on a 3 muscles. Quand je fais, donc on a quand même une fréquence élevée pour le côté justement body, être sur du full body. Et ça me permet d'avoir du plaisir. Ouais. Et d'avoir la bonne fréquence et le bon volume d'entraînement sur les muscles que j'ai envie. C'est-à-dire que les pectoraux, je les travaille qu'une seule fois dans la semaine parce que c'est un avantage, on va dire que c'est l'atout que j'ai, mon point fort. Et donc, je mets vraiment le minimum pour maintenir la masse musculaire ou peut-être légèrement la développer aujourd'hui, mais j'essaie vraiment de rééquilibrer mon physique. Ouais, parce que toi, tu es aussi dans une problématique d'esthétisme à ton niveau, où il faut que ton corps soit harmonieux. Des épaules larges, une taille fine, les standards du bodybuilding, c'est ça aussi. Contrairement au lambda, où des fois c'est juste tu veux des gros bras, machin. Là, c'est encore un autre niveau, on est d'accord. Voilà, c'est que là, je vais aller c'est pas mes critères à moi, c'est les critères de la fédération de sport qui va demander tel ou tel critère. Et du coup, moi, je vais un petit peu exécuter leurs critères et du coup faire en sorte de correspondre à leurs critères pour que quand je fais de la compétition, que je corresponde aux critères et du coup potentiellement je puisse gagner les compétitions, etc. T'en as déjà fait des compétitions ou pas? J'en ai fait une petite compétition juste pour tâter un peu le terrain à l'époque, ça fait il y a une année je crois. Okay. Une super bonne expérience, extrêmement compliquée. Et c'était intéressant de la vivre parce que je me suis rendu compte qu'en fait une compétition, et c'est peut-être ce que les gens ne se rendent pas compte dans les compétitions de bodybuilding, c'est qu'en fait on se met vraiment affamé et du coup c'est extrêmement dur quand on a un business de devoir gérer le business et de devoir gérer
le sport. Et d'ailleurs, un grand bravo à Jérôme, justement, parce que je sais, il a réussi à faire ça et c'est extrêmement compliqué, je l'ai vécu et je vois à quel point c'est compliqué de gérer. Moi, pour être honnête, je pense que j'ai tout simplement divisé par 2, voire par 3 mon chiffre d'affaires et le nombre de clients que j'avais parce que j'étais juste incapable épuisé, de gérer. En fait, je me réveillais le matin, je faisais 2 heures de sport, donc de marche. Ensuite, je mangeais mes 3 grains de riz que j'avais le droit de manger. Je faisais une sieste parce que j'étais mort. Ensuite, je faisais le minimum que je pouvais pour travailler, mais c'était vraiment le minimum, quasiment rien. Je m'entraînais en mode musculation. Et après, je remangeais un petit truc. J'essayais de bosser si je pouvais, quasiment impossible. Et puis après, je refaisais mes 2 heures de marche. Donc ça faisait quasiment 6 heures de sport par jour. Et un stress énorme parce que du coup on a le stress financier, donc c'était impossible. Donc vraiment une très bonne expérience parce que c'était très dur et ça m'a beaucoup appris pour la prochaine que je pourrais faire. Mais du coup il faut être sûr de ne pas avoir d'autres objectifs. C'est-à-dire que pour réussir, il faut avoir un seul objectif ou il faut être focus sur une seule chose. Et on ne peut pas se focus sur deux choses. Moi, je voulais me développer mon business et développer mon physique, mais ce n'était pas possible de faire les deux en même temps. Donc, j'ai dû lâcher un. Et du coup, on va dire même, j'ai lâché les deux. C'est-à-dire que je n'étais pas bon dans mon physique et je n'étais pas bon dans mon business parce que j'avais très mal évalué ce que ça demandait en tant qu'effort, les deux, liés ensemble. Donc, ouais. Et combien de temps ça dure une prépa ça dépend des gens, j'imagine, mais combien de temps ça a duré la tienne, ta prépa? On va dire, si on ne prend pas le côté construction de la masse musculaire, on parle juste de la phase de préparation pour enlever, on va dire, la couche de gras, pour mettre en avant la masse musculaire qu'on a travaillée pendant 10 ans, par exemple. Parce que vraiment, si je prends ça, ça fait 10 ans que je travaille mon physique. Mais si on prend juste la prépa, en règle générale, on peut tâter du 8 semaines sur les très, 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 très courtes. Mais ça, c'est pour les professionnels qui sont déjà en condition, etc. Et peut-être qu'ils pourraient faire sur 8 semaines, même si c'est pas forcément bien. À 16 semaines, voire 20 semaines, quoi. Ça peut aller sur du 6 mois de préparation, où on va petit à petit se mettre en route, perdre un peu de poids, adapter, voir tout ça. Donc voilà, mais il y en a, entre 4 mois et 6 mois, je pense que c'est pas mal. Ok. Le bodybuilding, ça s'est vachement développé en France. En tout cas, moi, je suis comme beaucoup. Je suis pas bodybuilder, j'ai pas le physique pour l'être. Pour autant, je regarde pas mal de vidéos, tu vois. Peut-être qu'ils regardent des vidéos de SN NFC ou j'en sais d'autres bodybuilders en France ou francophones ou même anglophones qui commencent à popper. Il y a une vraie hype, j'ai l'impression, sur les réseaux quand même. Ouais. Tu les vois, les physiques impressionnants, etc. Et l'erreur, moi, que j'ai faite quand j'ai démarré, j'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, il y a plein de moucherons ici. L'erreur, c'était de regarder leurs vidéos. Regarder comment ils s'entraînent, regarder comment ils mangent et de faire pareil alors que tu n'as jamais fait de musculation de ta vie. Est-ce que toi, tu t'entraînes de la même manière que tu coaches tes élèves? C'est-à-dire, est-ce qu'ils font des programmes un peu comme toi? Forcément, il y a forcément ta patte, j'imagine. Mais j'imagine que si quelqu'un débute, il ne va pas faire les mêmes entraînements que toi. Il va peut-être pas s'entraîner 6 jours par semaine et... Pas sûr, non? Mais en fait, c'est comme je dis, je pense que c'est là tout l'intérêt d'avoir quand tu prends un coach, d'avoir justement pas un coach à 20 balles qui va faire le même plan alimentaire et le même plan d'entraînement à tout le monde, à ses 200 élèves, qui va balancer comme ça. C'est justement en fait tout l'intérêt d'avoir quelque chose, d'un bon plan d'entraînement, d'une bonne alimentation, c'est qu'elle soit adaptée à tes besoins. Toi, tu me dis que tu veux pouvoir rentrer dans ton smoking pour ton mariage dans 2 mois. On va faire en sorte de faire ça. Et donc du coup, ça voudra peut-être dire que je vais pas essayer de t'apprendre à rentrer des nouvelles habitudes, parce que pour l'instant on s'en fout des habitudes de vie, c'est juste être dans le smoking pour ces 2 mois pour que tu sois le plus beau gosse sur les photos de ton mariage. Ouais. Et c'est ça. Alors que peut-être que juste après ça tu me diras oui, mais du coup là maintenant le Vic, j'aimerais retrouver un bon mode de vie, et donc alimentairement parlant, au niveau du sport on fera quelque chose de différent, tu vois. Mais c'est là où en fait sur quelqu'un qui va avoir des objectifs comme les miens, on va probablement se rapprocher de ce que moi je fais, mais toujours avec l'individualisation et la personnalisation de l'individu. C'est-à-dire que, moi, j'aime bien, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, je déteste faire les dips, donc il y a de fortes chances que je mette pas de dips à mes élèves, parce que ça me passe pas par la tête. Mais si l'élève il me dit j'adore les dips, je vais probablement lui en mettre des dips, parce que voilà. Et donc on va personnaliser, on va individualiser. Mais non, mes élèves ne s'entraînent pas comme moi, mais ils vont utiliser les mêmes principes, adaptés à leurs besoins. Et c'est ça la différence, c'est qu'on utilise les mêmes principes, mais on les adapte à l'individu. Donc bien sûr, quelqu'un qui veut perdre du poids, il va utiliser le principe de déficit calorique.
Et après, on peut le pousser un peu plus à l'extrême, on peut être un peu moins à l'extrême. Et il y a des personnes qui aiment être un peu plus carré, il y a des gens qui aiment être un peu plus, avoir un peu plus de liberté. Et ça, on adapte justement à l'individu, à la personne, au contexte. C'est ça qui est intéressant. Ouais, complètement. Complètement, on est raccord sur ça, et comme la plupart des coachs qui ont participé à ce podcast-là, de toute façon, si je vous invite, c'est parce qu'on a la même vision sur ça, sur la personnalisation, sur le fait de bien suivre nos élèves. On n'est pas des vendeurs de programmes effectivement à 10 €, c'est pas pour rien. Donc, ok, bah écoute, ça c'est déjà ultra intéressant. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour. On est déjà à 50 minutes de podcast. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que toi, sinon, tu avais des sujets ou des petites choses que tu voulais rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, parce qu'on a quand même parlé de pas mal de sujets différents. Il y a peut-être un sujet qui revient quand même assez régulièrement, qui serait... j'en parle pas beaucoup dans les réseaux, et j'ai envie d'en profiter pour en parler aujourd'hui, peut-être pour faire de la prévention. Vas-y. Sur les stéroïdes, si je peux toucher des gens pour faire de la prévention. Parce que quand on a un certain physique, quand on est dans le fitness, les stéroïdes, c'est quelque chose qu'on a entendu dans la salle de sport, sur les réseaux, un ami d'un ami, c'est quelque chose qui intervient. Et j'aimerais vraiment pouvoir faire ce petit message de prévention à mon échelle, et avec comment dire ça, sans prétention ni quoi que ce soit. Si je pouvais faire un message pour des personnes qui seraient sur une envie, une volonté de vouloir passer à l'action pour améliorer leur physique parce qu'ils ne se sentent pas bien aujourd'hui dans leur physique, j'ai envie de le dire, c'est qu'en fait, il faut prendre les stéroïdes comme toutes les drogues. C'est-à-dire que l'alcool, la cocaïne, la cigarette, c'est des drogues qu'on va utiliser justement pour sortir d'une situation ou pour améliorer une situation. On se sent un peu triste, on prend la cocaïne pour se sentir mieux, on prend telle drogue pour se sentir mieux. Et les stéroïdes, ça fonctionne exactement pour moi du même principe. Et donc si tu te sens pas bien dans ton corps, quand tu vas prendre des stéroïdes, tu auras peut-être un physique meilleur, mais tu n'auras toujours pas réglé ton problème mental du fait que tu n'acceptes pas ton physique et que tu n'as pas confiance en toi. Et même si tu as 10 kilos de muscles en plus, tu vas toujours te regarder dans le miroir et te voir comme une merde. Et donc, j'ai envie de dire que vraiment, s'il vous plaît, si je peux éviter à une ou deux personnes de passer à l'action, ça serait vraiment magnifique. Parce que, de par l'expérience, des connaissances de tout ce qui se passe autour, je sais que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement néfaste et qu'on le banalise un petit peu aujourd'hui sur les réseaux, sur le train, où on fait des blagues avec le train-ballon, etc. Et vraiment, c'est quelque chose où c'est une drogue ultra néfaste, où on devient addict. Et on devient addict, on en dépense énormément d'argent là-dessus, et énormément de bodybuilders sont addicts à ça, dépendent financièrement de ça. Et c'est quelque chose qui est pas si rose que ça, même si on a un beau physique derrière, peut-être. Ces bodybuilders-là se sentent peut-être encore moins bien que toi avec ton petit ventre à bière. C'est ce que j'allais dire. La vision, et c'est super intéressant, merci Lovic d'avoir abordé ce sujet-là. La vision qu'on a de nous-mêmes, c'est incroyable, parce que Lovic, tu fais combien en poids par exemple à peu près? 98, je crois, 98,5 ce matin. À peu près 98 kilos. Lovic, si vous lui demandez, on va lui demander. Et je pense que, par exemple, tu vas sur on stage, tu vas sur la scène pour une compétition, je suis persuadé que tu vas te sentir. Enfin, comment tu vas te sentir justement par rapport aux autres? Est-ce que tu vas te sentir bien massif? Est-ce que tu te sens un peu maigre? Tu vois, c'est aussi. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, pour être honnête, alors, on va dire que voilà, j'ai quand même confiance en moi, etc. Donc je travaille justement là-dessus. Mais c'est vrai que non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir mon physique, mais moi je suis pas forcément fan de mon physique, pour être honnête. Comme je disais juste avant là, je me trouve un peu skinny, quoi. Je me trouve que j'ai pas des gros bras, j'ai des épaules assez plates. Et c'est une question de perception à chaque fois. Exact. Et c'est là où c'est vachement intéressant, c'est parce que toi, pareil, c'est les épaules, les bras. On va pas te donner le diamètre de tes bras, parce que je pense que ça fait 5 fois les miens. Mais, et ce que je veux dire par là, c'est que c'est pareil. Moi, je vois aussi, peut-être que tu le vois avec tes élèves, ils se transforment de jour en jour, de semaine en semaine, et ils me disent au bout de 2-3 mois, putain, je vois pas, j'ai l'impression de stagner. Et en fait, le seul moyen, et là, je l'ai encore vu cette semaine, le seul moyen où j'arrive à leur faire réaliser les choses, c'est en leur envoyant des photos avant-après. Et à chaque fois, ils me disent « Ah ouais, c'est vrai que j'ai bien progressé. » Mais à chaque fois que je commence l'appel de bilan, d'1 mois, 2 mois, 3 mois, oh là, j'ai un peu l'impression de stagner. Je me sens mieux, hein, mais j'aimerais bien que ça aille plus vite. Ouais. Tu leur envoies les photos, ils me font « Ah, c'est vrai que je vais vite quand même. C'est vrai que j'ai bien... C'est vrai qu'en fait, je me sens mieux, tu vois. » Et je pense que la vision qu'on a... En fait, une transformation réussie, c'est quand ton mindset, il change par rapport à la perception de toi, j'ai l'impression, aussi. C'est très difficile, hein. Mais en fait, moi, c'est là où je pense que... Là, tu as tout dit dans l'idée où c'est vraiment ça qui est intéressant.
que tu aies perdu 10 kilos, que tu fasses 120 kilos, 80 kilos, que tu aies les abdos, pas l'abdos, finalement, on s'en fout complètement. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Moi, ce que je veux, c'est que dans un an, quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis waouh, bravo à toi. Bravo, Levic, pour tout ce que tu as fait. Ces 6 derniers mois, ces dernières années, je suis fier de moi. Et en fait, si tu es fier de toi, même si tu fais toujours 120 kilos, mais que tu as réussi à adapter et en fait que tu es heureux, finalement, ton objectif, il est réussi. Et c'est ça la différence, c'est qu'en fait, là où tu vas prendre du plaisir, c'est non pas sur... Bien sûr, ça fait plaisir quand tu vois que tu as perdu 2 kilos et que c'était ton objectif, mais c'est sur le fait de réussir à mettre ton mode de vie, de te sentir bien, d'être fier de toi au quotidien, et en fait de petit à petit d'avancer d'un pas à un autre, et c'est ça qui va faire que tu te sens ultra bien. Et que ton tour de bras, il soit de 20 cm ou de 50 cm, on s'en fout. Parce que ça, vraiment, ça va pas faire de toi de te sentir bien ou pas bien. Ce qui va faire de toi que tu te sens bien, c'est que tu as évolué avec ton niveau que tu avais de base, mais que tu es un petit peu mieux qu'hier. Et c'est ça, en fait, qui fait que tu es heureux ou pas. Pour moi, en tout cas, et ce que je vois avec mes élèves, c'est que c'est ça, finalement. Elle est dans l'évolution. Le bien-être est dans l'évolution, je trouve. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que c'est super intéressant parce que c'est vraiment dans la croissance. Et j'écoutais hier un podcast, où je vous inviterai à l'écouter, c'est le podcast de Rick Flag. J'ai déjà parlé des podcasts que j'écoute celui-ci. Il parlait aussi des... je crois que c'est lui, à moins que je me trompe. Mais il parlait aussi des niveaux de revenus. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu pareil avec l'argent. Complet. Si tu pars dans ta vie avec un SMIC, je sais pas combien c'est en France, désolé, tu travailles 10 ans à un SMIC, et du jour au lendemain, tu as un nouveau taf, et tu doubles ton salaire. Tu es peut-être à 2500 €. Ça peut te paraître extraordinaire, parce que tu es parti d'assez bas, entre guillemets, et tu as doublé ce montant-là. Mais quelqu'un qui a vécu dans une famille assez riche, finalement, où il avait de l'argent de poche toute sa vie, et finalement, il commence dans l'entreprise de papa ou de maman, il gagne déjà à 3 4 000 € il a un salaire de cadre, et à un moment, il y a l'empire qui s'effondre, il se retrouve avec un taf, à 2500. Comme l'autre personne, finalement, qui a toujours été au SMIC, mais il se retrouve au même niveau de salaire. Et pour autant, il y en a un qui sera hyper content de l'avoir et l'autre sera malheureux. Et bon, je sais pas pourquoi je fais cette analogie-là, mais en gros, ce que je veux dire, c'est d'où l'on vient, où est-ce qu'on va et ce qu'on met en place qui est important. Et juste, je voudrais finir sur un point par rapport à la perte de poids, notamment, et des chiffres sur la balance. Personne ne contrôle à 100% les chiffres de la balance. Ça, c'est vraiment un truc que je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent. Toi qui as fait des sèches, etc., tu vois bien, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, le stress, la rétention d'eau, le bordel, le machin. Mais finalement, toi, tu as contrôlé finalement ce que tu pouvais contrôler. C'est-à-dire, tu as fait tes entraînements, tu as fait tes 2 heures de cardio le matin, plus le sport l'après-midi. C'est ça, en fait, une perte de poids. Bon, là, à notre niveau. Mais c'est ce que vous mettez en place chaque jour pour atteindre cet objectif. C'est pas juste, je veux cet objectif final, je fais un peu n'importe quoi et ensuite, je réagis en fonction du chiffre donné. Non. Je pense que le process est plus important que le résultat finalement, dans un sens. En fait, si on peut faire un parallèle avec justement le chiffre d'affaires que tu disais avant, on se rend bien compte que les gens qui gagnent à l'euro million, ils sont pas heureux. Mais pourquoi ils sont pas heureux ? Parce qu'en fait, de gagner tout cet argent, c'était tellement facile qu'en fait, il n'y a aucune fierté d'avoir cet argent. Et on peut faire la même analogie avec la chirurgie. Quelqu'un qui va faire une liposuction et enlever 20 kg de graisse, et quelqu'un qui va faire tout le travail de développement personnel en évoluant, en mettant en place des choses comme ça, à la fin, en ayant perdu même 10 kilos, peut-être moins, il sera 10 fois plus content, il se sentira 10 fois mieux, et il sera beaucoup plus fier de lui, en ayant lui-même fait ce travail de perte de poids et de se sentir mieux, que la personne qui aura posé 4000 balles et qui aura viré du gras. Et ça, c'est tout simplement parce qu'en fait, ce qui est kiffant, et c'est ce que je kiffe justement dans mon métier aussi, c'est parce qu'on met en place les choses, c'est difficile, et c'est parce que c'est difficile que la récompense elle est encore plus belle et elle est encore plus gratifiante. Et c'est pour ça aussi qu'on valorise les gens qui ont un beau physique, c'est parce que c'est pas facile à atteindre. Si c'était facile à atteindre, eh ben, on le valoriserait pas. Et à l'époque, si je dis pas de conneries, mais je crois, style les rois de France, un petit peu, je vais faire un peu de l'histoire, même si je connais rien. On va faire genre. Mais c'était bien d'être obèse. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il y a des thunes. Et si tu as des thunes, tu as de l'abondance. Donc tu manges bien et donc tu es quelqu'un de riche. Et donc c'est valorisé d'être gros et d'être obèse. Maintenant, c'est pas valorisé parce que tout le monde peut se permettre de bouffer comme un porc et d'avoir des mini-BN en abondance. Et par contre, c'est plus difficile de faire attention à se retenir de manger un mini-BN et d'aller au sport. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est valorisé d'avoir un bon physique. Et j'ai plus rien à dire. Et c'est très bien. Et c'est très bien. C'est valorisé d'avoir un bon physique, c'est valorisé d'être bien dans sa peau. On peut être bien, effectivement, on l'a dit, on va pas avec une bedaine, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais dans tous les cas, nous, on est coach sportif, on prône la bonne santé. Et de toute façon, moi, on se voile pas la face dans le podcast. Être en surpoids n'est pas être en bonne santé, malgré ce que certains voudraient vous faire croire.
Il y a quand même des règles scientifiques où, à partir d'un certain taux de masse grasse, même si vous vous sentez bien, vous diminuez potentiellement votre espérance de vie. Maintenant, bon, on n'est pas à 5 ans près pour certains. Mais bref, l'idée, c'est un peu de vous faire prendre du recul par rapport à ça. Tout à fait. J'attends encore 30 secondes et on sera à 1 heure de podcast. Donc en fait, on va faire un gros blanc pendant encore 20 secondes pour le finir. Non, je rigole. Non, mais en gros, voilà. Là, c'est bien parce qu'on a parlé de pas mal de sujets. Je pense qu'on va clôturer sur ça aujourd'hui. Parce qu'il y avait plein de bons sujets. Tu t'es ouvert vraiment à fond, donc ça, c'est cool. Je te remercie, Lovic, vraiment pour ta participation aujourd'hui. On a fait un setup dans la nature, tout ça, donc vous pouvez regarder. Il y aura peut-être même des replays, des choses sur nos différents comptes Instagram. D'ailleurs, Lovic, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre ? On peut me retrouver sur Instagram, Train with Love, TRINWITHLOV. Ou sinon, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle La Sèche Extrême, je crois. Je mettrai les liens en dessous. Un groupe Facebook qui s'appelle La Sèche Extrême, et du coup, je parle je parle de perte de poids et sur mes comptes Instagram, etc. Et c'est là où vous pouvez me retrouver si vous avez trouvé que j'étais, je sais pas, divertissant, intéressant. Bien sûr. Tu as de l'expérience. Est-ce que d'ailleurs, en parlant de compétition, est-ce que tu as déjà prévu une date ou pas sur ça ? Peut-être approximative, hein, mais... Alors, j'ai pas une date, j'ai une volonté de remettre une compétition, mais comme je l'ai dit justement, compétition, ça veut dire qu'on doit lâcher le business. Et pour l'instant, mon business dépend énormément de moi. Donc, c'est-à-dire que la prochaine date de compétition sera au moment où j'aurai la capacité de pouvoir vraiment sortir quasiment à 100% de mon business, sans qu'il s'écroule. Et à ce moment-là, je pourrais me permettre de me focus du coup à 100% et de donner mon meilleur pour avoir des résultats qui sont, on va dire, avoir des bons résultats. Parce que sinon, je risque de le faire à moitié, cracher mon business et avoir des résultats pourris. Donc, je vais pas le faire. Étape par étape pour ça aussi. Exact. Ok, bon écoute, en tout cas, on te souhaite le meilleur, que ce soit pour la carrière de bodybuilder ou pour le business ou pour la vie à Medellin, pour les voyages, etc. La vie dont tu as toujours rêvé, en tout cas de la vie que tu t'es construit. Hein, c'est l'idée du podcast Envie de changement, hein, c'est essayer d'inviter des gens inspirants qui ont créé une vie inspirante, en tout cas une vie qui leur correspond finalement. Ta vie correspond à toi et peut-être pas à quelqu'un d'autre. Peut-être que vivre à Medellin, ça fait pas rêver tout le monde, mais il y a certains pour qui ça fait rêver, et moi je comprends tout à fait parce que c'est une ville très sympa. Et on en parlera. Bref, on va se laisser sur ça. Merci Lovic d'être passé. Merci à toi. Je vous souhaite, comme d'habitude, un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Ciao.